va parler aujourd'hui des phénomènes de harcèlement qui se déroulent à l'intérieur des médias. Et on va en parler 2 ans après MeToo. MeToo, je pense que vous connaissez absolument tous ce que c'est, puisque ce mouvement MeToo a été défini de façon... Asseyez-vous là-bas, Yvon. Merci beaucoup. Non, où vous voulez en fait. Ça n'a pas d'importance. MeToo qui a été défini et décrit dans les médias, justement, comme un tremblement de terre. On a entendu des mots comme raz-de-marée, comme tsunami. Moi, j'appelle ça une boule de feu, en fait. Une boule de feu qui traverse les sociétés, toutes les sociétés, occidentales ou orientales, et qui traverse également les médias. Le paradoxe est là, puisque nous, médias, nous traitons des affaires MeToo, liées à MeToo, et nous sommes également concernés par ces phénomènes de harcèlement. Donc cette boule de feu qui traverse toutes les sociétés et également à l'intérieur des médias, donc ces phénomènes de harcèlement sexuel ou sexiste, ou les deux. Pour cette table ronde, nous avons donc décidé d'inviter Léa Lejeune. Bonjour Léa, qui est la présidente de PLU Prenons la Une, qui est journaliste à Challenge, au magazine Challenge. Nous avons invité également Yvan Jablonka, qui est historien et qui a produit un livre que j'ai là en main. J'ai du mal à tenir mes fiches en même temps. Je vous le conseille vivement. J'avoue qu'en ce moment, c'est ma Bible, maintenant que je l'ai commencé. Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. C'est très, très, très complet. C'est un travail, je dirais, un peu ovniesque. J'ai rarement lu un livre aussi complet et aussi cash sur ce sujet. J'avoue que, messieurs, vous en prenez un petit peu plein la tête dans ce livre. Et c'est un livre également qui aborde, et c'est là où je le trouve intelligent et intéressant, des solutions. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un livre de dénonciation ou une exégèse de faits avérés. Nous accueillons également Zuzana Ziomeka, évidemment je le prononce mal, et elle m'a déjà reprise 3 fois depuis tout à l'heure, mais j'y arriverai pas, je pense. Il faut le prononcer à l'italienne, il paraît. Zuzana qui est polonaise et qui est journaliste en Pologne et qui avait monté une expérience extraordinaire qui s'appelait News Mavens, qui n'existe plus, mais qui a existé. C'était en fait des femmes journalistes, exclusivement femmes, qui choisissaient des infos à publier. Donc, elle nous parlera un petit peu de ce qui se passe en Pologne. On va commencer avec vous, Léa, et on va faire un petit topo, un petit point sur les affaires dont on a beaucoup entendu parler cette année, la Ligue du LOL, mais également des histoires qu'il y a eu chez Vice, ou encore au Figaro, ou encore à Radio France, par exemple à France Info, au service web. Je dois dire qu'on a décidé, comme c'est moi je suis de France Info, la radio, de ne pas épargner non plus le média dans lequel nous sommes aujourd'hui et de parler franchement de ce qui se passe aujourd'hui. Léa. Voilà, alors je situe juste d'où je parle. Je parle de l'association Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes qui existe depuis 4 ans et qui à la fois défend une meilleure représentation des femmes dans les médias. Donc par exemple l'an dernier, on a beaucoup conseillé, donné des guidelines, donné des avis sur comment mieux traiter les cas du style, les cas qui appartenaient à MeToo, mais aussi qui défend la profession des femmes journalistes et donc notre avancement de carrière, nos salaires et évidemment notre sécurité au sein des rédactions. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, on a fait un travail de veille sur tout ce qui s'est passé cette année. Et puis, je précise que moi, par ailleurs, je faisais partie des personnes qui étaient des cibles récurrentes de certaines des personnes de la Ligue du LOL. Voilà. Donc, une chose importante pour nous, c'est que le MeToo des médias français, finalement, est arrivé cette année avec 1 an de retard sur le MeToo international, si on peut dire. L'an dernier, il y avait eu 2 histoires qui avaient été racontées. Une histoire de harcèlement sexuel à la chaîne parlementaire par la journaliste Astrid de Vilaine et une histoire de harcèlement sexuel de la journaliste Anne-Sora Dubois qui avait accusé Éric Monnier à France 2.
Ces deux histoires étaient sorties, ces deux jeunes femmes avaient pris le courage de parler et de raconter ce qui leur était arrivé. Et finalement, l'un des deux messieurs avait été sanctionné d'une suspension temporaire, l'autre pas du tout, puisqu'il avait changé de rédaction depuis. Et on était un peu resté dans ce truc où il y avait une impression d'impunité. Cette année, le paradigme a vraiment changé, il me semble. Je crois que l'histoire et la médiatisation autour de l'affaire dite de la Ligue du LOL a finalement eu un mérite très fort qui est celui d'ouvrir la parole à toutes les femmes victimes des différentes choses qui se sont produites à ce moment-là. Donc nous, on avait parlé pour dénoncer, je rappelle, cette histoire qui était du cyberharcèlement en groupe, parfois organisé, parfois plus insidieux, de certaines personnes de ce groupe de 30 journalistes et communicants, et qui en fait faisaient du harcèlement sexiste, du harcèlement sexuel, des propos racistes et des propos homophobes. Je crois que cette histoire, elle a beaucoup choqué parce que beaucoup de tweets et d'informations étaient encore en ligne, et ça a permis de se rendre compte de la violence qu'il y avait sur les réseaux sociaux à cette époque, puisque tout ça, je le rappelle, date d'il y a 9 ans. Voilà. Et les premières sanctions sont tombées, donc il y a eu 12 licenciements. À l'époque, nous, on avait dit, apprenons la une, on aimerait bien qu'il y ait des sanctions mesurées et proportionnelles par rapport aux faits reprochés. Et finalement, on se rend compte que les sanctions ont parfois été très dures, parfois trop dures, puisqu'en fait, c'était des choses qui sont passées il y a 9 ans. Le point positif, c'est qu'il y a eu des sanctions et une prise de conscience dans les rédactions de ce qui se passait. Alors, je fais la lecture pêle-mêle de ce qui s'est passé cette année en essayant d'être un peu précise. Au Huffington Post, il y a eu 3 journalistes qui ont été licenciés en 2017 parce qu'ils avaient monté un groupe secret Radio Bière-Foot dans lequel ils faisaient des blagues sexistes et homophobes sur leurs collègues et que ça avait changé l'ambiance de la rédaction. À Vice, il y a eu des cas de harcèlement sexuel et de propos sexistes. Il y a eu des licenciements, mais des licenciements économiques. Donc finalement, ce n'était pas vraiment sur cette raison-là. À France Info TV, le site internet, 3 journalistes ont été mis à pied pour des faits de harcèlement, propos sexistes et même sélection des jeunes stagiaires et CDD sur leur physique, jeunes stagiaires femmes. Télérama, il y a eu une histoire qui a été assez forte puisque l'enquête a été menée, là pour le coup, avec beaucoup de précision et beaucoup de temps autour du chef de service écran et d'un grand reporter qui faisait du harcèlement sexuel et harcèlement moral et harcèlement sexiste sur plusieurs journalistes. Là aussi, ils ont été licenciés tous les deux. Au Figaro, alors ce n'est pas le Figaro, mais je rappelle que quand toutes les têtes sont tombées dans les médias de gauche, puis il y a eu 2 personnes qui ont été licenciées dans le cadre de la Ligue du LOL aussi aux Inrock, avec une personne qui avait aussi du harcèlement moral au sein. Bref, c'était beaucoup de choses. À ce moment-là, certaines rédactions très à droite avait dit mais finalement les rédactions plus à droite, plus conservatrices ne sont pas touchées par tout ça. C'est évidemment faux. Il y a eu un cas de harcèlement sexuel qui a été soulevé au Figaro, une personne qui a fait une procédure contre Guillaume Tabar, un des chefs de la rédaction, qui a été suspendu temporairement. Donc c'est une peine significativement très faible par rapport à d'autres peines. Mais bon, il y a 2 choses à retenir intéressantes de tout ça. La parole a été libérée et il faut que ça continue dans les rédactions pour qu'on puisse épurer les ambiances de travail et améliorer tout ça. Il faut faire très attention aux termes qui sont utilisés quand on dénonce un agresseur aussi, parce que ce qui est arrivé à la journaliste Sandra Muller de la lettre audiovisuelle qui a été poursuivie en diffamation et qui a perdu là très récemment son procès. Rappelons-le, Sandra a créé Balance ton port. Qui a lancé le hashtag Balance ton port. C'est elle qui l'a lancé. Oui, c'est elle qui l'a lancé. En fait, dans son tweet, elle avait utilisé l'expression harcèlement sexuel pour un fait qui était un outrage sexiste. Et donc, elle a perdu en diffamation, alors que la phrase, donc, tu as des gros seins, j'ai envie de toi, un truc comme ça, qui lui avait été sorti par un collègue journaliste d'une autre rédaction. Cette phrase était réelle et elle a perdu. Donc, je pense que ce qui est important de retenir de tout ça, c'est qu'il faut continuer à parler, mais faire attention aux termes. On y reviendra après dans les solutions, justement, dans la deuxième partie. Exactement. Sur la façon de traiter la parole. Et juste une phrase et par rapport le discernement nécessaire. Et juste une phrase par rapport à tout ce que je viens de dire, et on y reviendra tout à l'heure, je pense, c'est la question qu'il faut que les sanctions soient données par les rédactions, parce que souvent les femmes n'osent pas aller jusqu'au bout des procédures, mais il faut que les sanctions soient appropriées et mesurées. Merci beaucoup Léa pour ce point. Comme je viens de le dire, on viendra aux solutions possibles.
ou aux possibilités après. Yvan Jablonka, j'aimerais beaucoup qu'on vous entende, parce que, comme je viens de le dire, je le redirai, votre livre, je le trouve assez extraordinaire. Page 339, vous parlez du harcèlement. On doit traiter à part, je lis, le harcèlement en tant qu'infraction pénale. C'est ce que vous écrivez. C'est la volonté d'humilier qui définit cet acte, ou comme l'énonce la directive du Parlement européen, vous vous donc référez à cette directive du Parlement européen, le fait de porter atteinte à la dignité d'une personne. Et vous spécifiez, page 339 de votre livre, que la loi française est en retrait sur cette définition, car elle exige un phénomène de répétition pour donc arriver au harcèlement. Vous semblez d'ailleurs, je ne sais pas, vous nous le direz, un peu chagriné par cette obligation en fait de répétition. Puis plus loin, toujours dans la même page, vous avez une phrase qui est, je trouve, très dure. Le harcèlement sexuel est endémique là où le pouvoir s'exerce. Sachant que tout au long de votre livre, vous en revenez à ce qu'est le patriarcat en fait, et vous êtes en train d'expliquer dans ce livre que notre société, peut-être d'autres, mais en tout cas la société française, vous parlez également d'autres pays, évidemment, dans votre livre, est un peu bouffée, rongée de l'intérieur par ce patriarcat. Alors j'ai une question à vous poser un peu abrupte par rapport à cette phrase que je trouve dure. Est-ce que parce qu'on est dans la hiérarchie, ce qui arrive souvent dans les rédactions, puisque ce sont la plupart du temps des hommes, la plupart du temps, je précise bien, mais majoritairement des hommes qui dirigent les rédactions, que ce soit les rédacteurs en chef ou dans les services, est-ce qu'il y a une obligation de harcèlement finalement? Est-ce qu'ils sont obligés de tomber là-dedans par rapport à cette phrase liée au pouvoir? Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. La réflexion que je propose dans mon livre porte sur le patriarcat, ou ce qu'on peut appeler aussi la domination masculine. Et c'est une réflexion d'historien, de citoyen, d'homme bien sûr aussi. Et en aucun cas, je vise à dénoncer les hommes en général. C'est évidemment pas mon propos. C'est plutôt une réflexion sur le genre masculin, qui se trouve être mon genre, le genre auquel j'appartiens. Et c'est une réflexion que je mène depuis plusieurs années, notamment que j'ai menée dans mon livre Laetitia, consacré à une jeune femme tuée à l'âge de 18 ans. Tout ça pour dire que... D'ailleurs, le prix Médicis en 2016 pour ce livre. Et tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les hommes comme sexe, enfin c'est complètement hors de propos ici. En revanche, je crois qu'il est fondamental de réfléchir sur ce que c'est que le masculin, sur les masculinités qu'on nous impose ou qu'on embrasse, ou les masculinités dont nous voulons, les modèles aussi dont on essaye de se défaire, et plus généralement, j'essaye de proposer des masculinités nouvelles. Et on y reviendra peut-être dans la deuxième partie de cette discussion. Alors pour revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, le harcèlement dans les médias, je dirais d'abord qu'il faut savoir de quoi on parle. Le harcèlement, c'est une agression. Ça peut être une agression directe, par exemple des remarques quotidiennes sur la tenue, ou l'envoi de photos pornographiques, ou encore le chantage sexuel. Mais le harcèlement, ça peut être aussi une agression indirecte. Par exemple, l'instauration d'un climat sexiste par des blagues misogynes, enfin je dis des blagues entre guillemets misogynes, afficher des photos de femmes nues sur les murs d'un bureau, ou encore organiser dans un événement le soir des défilés de top modèles nus. Alors en effet, comme vous l'avez aimablement rappelé en citant mon livre, il y a une directive européenne de 2002 qui rappelle que le harcèlement sexuel se définit par la volonté d'humilier et, pour citer la directive dans le texte, porter atteinte à la dignité d'une personne en lien avec son sexe ou avec son genre. La législation française reprend globalement ces termes, mais elle est légèrement en retrait de cette directive européenne parce que la volonté d'humilier n'est plus centrale dans la législation française, elle est une circonstance parmi d'autres. C'est-à-dire que pour la loi française, le harcèlement a pour conséquence de créer un climat humiliant. Et vous voyez bien que c'est une conséquence, c'est plus central dans la définition légale. Et puis, deuxièmement, dans la législation française, les propos doivent être répétés, et c'est pour ça qu'on parle de climat sexiste. C'est l'idée qu'il y a eu à plusieurs reprises des propos, des remarques, des phrases qui étaient sexistes ou misogynes.
Ce phénomène est un phénomène global, c'est-à-dire qu'on le retrouve en France et dans le reste du monde. Par exemple, aux États-Unis, quelques mois avant l'affaire MeToo, une journaliste phare de Fox News a porté plainte contre le PDG de Fox News pour harcèlement sexuel, ce qui était... Sachant que Fox News est... Mais Fox News, si vous voulez, c'est l'institution... prône plutôt la masculinité, le machisme, enfin ouvertement. Oui, enfin Fox News est même l'incarnation de l'institution patriarcale dans les médias au niveau mondial. Donc c'était piquant, mais après tout, heureusement que cette parole a porté. Et en Chine, qui est un pays qui est assez en retard dans la lutte contre le sexisme, contrairement au nôtre, eh bien, en Chine, c'est une journaliste de Canton, Sophia Huang Xueqin, qui a, au péril de sa sécurité, publié en 2018 un rapport sur le harcèlement sexuel dans les médias. Donc c'est un phénomène mondial, il faut le prendre comme tel. C'est un phénomène aussi numérique, Léa Lejeune vient de le rappeler. Le cyberharcèlement vise majoritairement des blogueuses, des journalistes, des militantes féministes. L'objectif de ce cyberharcèlement, c'est de les humilier, mais plus largement de réduire les femmes au silence, ce qui est un objectif parfaitement patriarcal. Et pour terminer, la deuxième partie, oui, de ma question, je termine sur un point, c'est l'aspect transversal du harcèlement sexuel. Ça peut être quelque chose de ponctuel qu'une femme subit à un moment de sa carrière, mais bien souvent c'est un phénomène transversal. C'est-à-dire qu'en fait, pour une femme journaliste, c'est des faits, des agressions qui sont répétés, et ça peut commencer dès l'école de journalisme, et à ce moment-là, le harcèlement va viser des stagiaires, des étudiantes, des pigistes, généralement des femmes jeunes et dont la situation est par là même précaire, et ensuite, bien sûr, ça peut se poursuivre tout au long de la carrière. Et enfin, les faits de harcèlement sont majoritairement peu dénoncés et a fortiori peu sanctionnés, ce qui fait qu'on arrive à la fin à des formes de résignation des victimes, comme si, d'une certaine manière, ça faisait partie du métier. Et je crois que c'est une situation contre laquelle on s'insurge, nous tous, ici. La deuxième partie, justement, la question que je vous posais, c'est est-ce que, parce que dans les médias, et ce n'est pas une invention, hein, ça a été chiffré, majoritairement, ce sont les hommes qui ont le pouvoir, je dirais le pouvoir décisionnel. Est-ce que ça pousse... Je ne sais pas si on a du micro, là, en fait, parce que je ne t'entends pas, Léa. 30% de femmes rédactrices voilà. en chef et 23% de directrices de rédaction. Donc c'est encore très faible, comme tu dis. Donc ce sont des chiffres qui restent assez bas, même si on sait que des efforts sont faits. On y viendra après, parce que des chartes ont été signées. Une charte a été signée très récemment par tous les grands médias en France. Certes, ce n'est qu'une charte, mais elle a quand même été signée. Une fois que les signatures sont apposées, il faut qu'il se passe des choses derrière. Prenons la Une avait envoyé une enquête à toutes les rédactions qui a été... auquel beaucoup de gens ont répondu aussi, ça a donné des éléments. La deuxième partie de ma question, Yvon Jablonka, c'était est-ce que parce que les hommes sont un peu entre eux, vous décrivez aussi un petit peu ce phénomène de meute, est-ce qu'on verse forcément à un moment donné dans ce phénomène de harcèlement, même je dirais sans s'en rendre compte? Je n'essaie pas d'excuser là des propos ou des actes ou des agissements de certains hommes, mais j'en connais qui, par moments, ne se rendent pas compte, en fait, tout à fait, de l'impact d'une blague potache, parce qu'on en fait beaucoup dans les rédactions. Hein. Les femmes aussi, on en fait tout le temps, on en fait toute la journée. C'est aussi une manière de se décharger, parce qu'il y a des boulots assez stressants par moments et des moments de tension. Donc, est-ce qu'on est ils sont un peu obligés de verser là-dedans ? Est-ce que c'est inévitable finalement ? Non, je ne pense pas. Je pense que ce serait caricatural de dire que tout homme est potentiellement un agresseur ou un harceleur. Non, c'est pas ce que je dis. C'est le phénomène d'être ensemble, le fait d'être ensemble. Mais même, je crois que dans toute violence sexuelle, et le harcèlement en fait partie, il y a une rencontre entre un parcours personnel, le parcours personnel de l'auteur de violence, et le fonctionnement d'un système. Donc il y a des hommes qui conçoivent leur masculinité comme quelque chose d'agressif, de dominateur,
de méprisant aussi bien pour les femmes que pour les homosexuels et d'autres masculinités dissidentes ou illégitimes. Donc ça, c'est des parcours personnels d'hommes qui se projettent ainsi dans leur masculinité. Maintenant, la virilité en soi n'est pas synonyme d'agression. On peut parfaitement passer sa vie à jouer à la PlayStation, à parler moto ou voiture, ou à aller dans les salles de sport et n'avoir rien à voir et n'avoir aucun rapport avec la violence ni même le mépris. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les individus. Il y a le phénomène de groupe, peut-être. Et alors ensuite, j'en viens à un phénomène de système. Et là, j'ai pour le coup quelque chose à dire en tant qu'historien. Le harcèlement et les violences sexuelles s'inscrivent dans un système que j'appellerais, faute de mieux, un système patriarcal, c'est-à-dire qui promeut le masculin comme incarnation du supérieur et de l'universel. Et ça, je crois que les violences sexistes ou le harcèlement s'inscrivent parfaitement dans ce fonctionnement. C'est l'idée globalement que l'homme a du pouvoir, l'homme a les responsabilités nobles, alors que la femme n'est là que pour les servitudes maternelles domestiques, et puisqu'on parle ici de médias, elle n'est là que pour son corps ou l'agrément plus ou moins physique ou sexuel qu'elle va prodiguer. Ce que vous appelez la fonction femme. C'est ce que j'appelle la fonction femme. Ça, on est au cœur du patriarcat. La fonction femme, c'est l'idée que les femmes servent par leur corps ou un certain nombre d'organes biologiques et que leur corps renvoie à des services ou des servitudes. Et pour parler du sujet de notre jour, les médias, au fond, c'est le sentiment que si une femme est dans une rédaction, dans une radio, dans une télévision, c'est certainement pas pour son travail, pour son talent, parce qu'elle a envie d'être journaliste, parce qu'elle a envie d'aider ses concitoyens à comprendre le monde. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'elle est belle, qu'elle va donner un certain agrément physique ou social à ses chefs. Et donc on voit que c'est une conception totalement patriarcale qui vise à dénier aux femmes l'exercice de la raison humaine pour les ramener tout simplement à leur corps, à leur beauté, à toutes les servitudes que le patriarcat réserve aux femmes. Merci beaucoup Yvan Blancard. On va revenir aux solutions juste après. Et on va devoir un petit peu accélérer, je vois l'heure qui tourne. Zuzana Ziomeka, c'est votre tour. Vous venez de Pologne, vous êtes journaliste en Pologne et coach également. Vous coachez maintenant des femmes, je crois, en difficulté. Est-ce que ailleurs, justement, en Pologne, vous vivez également ce genre de phénomène? Est-ce qu'il se passe la même chose? Vous avez, pour ceux oui, qui ne parlent pas anglais, il y a des petits casques à l'entrée, je crois. Non? Yes. Vous avez trouvé ça? Can I answer in English? Il faut aller chercher si vous... Okay, so yes, I am from Poland. Oui, vous avez raison, je viens de Pologne, et la Pologne, c'est un pays très différent de la France. L'effet et l'incidence de MeToo sur la société polonaise et sur les médias a été très différente. En fait, seuls 2 hommes ont perdu leur boulot à cause de MeToo en Pologne, et c'est tout. Et puis ensuite, on a basculé tout cela dans le monde, dans la sphère privée. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, mais le fait est que les médias passent aujourd'hui beaucoup de temps à regarder les violences domestiques. Donc pas au travail, mais à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui a été possible du fait de MeToo. Alors, on n'a pas voulu traiter MeToo et cette crise dans le domaine, dans la sphère publique, mais grâce à cela, on regarde ce qui se passe à la maison. Et les médias suivent ces affaires. Ils ne font pas que les évoquer, ils les suivent au jour le jour, s'assurent que telle et telle affaire est effectivement présentée devant les tribunaux, fait le point sur ce qui se passe, sur comment les survivants survivent justement, mobilisent et lèvent des fonds pour financer le traitement psychologique pour les victimes. Et là, ça se passe dans des femmes qui sont aujourd'hui dans des rédactions qui sont aujourd'hui dirigées par des femmes. Et ça a changé. Alors, comme le disaient les autres orateurs... Vous parlez de rédactions dirigées par des femmes. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Pologne? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, oui.
En partie parce que être dans le journalisme, c'est gagner moins d'argent. Et en fait, ce qu'on voit en Pologne, c'est que quand les salaires baissent, en fait, les femmes s'élèvent. Bizarrement. Mais le fait est qu'un des plus grands journaux polonais avait un patron qui était un vrai trou du cul. Il était fondateur du plus grand journal libéral, un patron qui vraiment accusait, rabaissait les uns et les autres en public, un monstre que tout le monde connaissait. Et c'était une femme, pas un homme. Donc ce n'était pas une violence sexuelle, mais c'était un abus de pouvoir, si on peut dire. Et effectivement, je crois que c'est la structure de pouvoir qui joue. C'est la relation triangulaire dans les rédactions avec quelques personnes tout en haut qui ont un effet considérable sur tous ceux qui sont en bas. Alors, je dois dire que je suis très impressionné par ce qui s'est fait en France à accuser ceux qui avaient commis des crimes, avoir des conséquences juridiques et autres. Mais je ne crois pas qu'on en ait fait assez ou qu'on ait fait beaucoup pour finalement empêcher les trous du cul de prospérer. Je crois que c'est cette structure-là qu'il faut changer. À défaut de quoi, on ne pourra pas garantir la sécurité psychologique de ceux qui sont en bas. La presse, c'est le pouvoir, en interne, en externe. Être dans la presse, c'est obtenir un statut, avoir une certaine influence, avoir parfois un sentiment d'impunité. Et donc, la question, c'est comment changer cette articulation en Pologne, en France ou ailleurs. Donc, c'est une vraie question de direction, de gestion d'entreprise, de leadership pour éviter que ces salauds restent au cœur de l'action. Parce que, alors là, l'heure tourne beaucoup. Et puis, j'aimerais bien prendre des questions de la salle, si vous en avez. On va venir peut-être aux solutions, justement. Vous étiez en train de dire, Zuzana, qu'il fallait peut-être un peu tout changer. On ne va pas pouvoir tout changer d'un coup. Ça n'est pas possible. Et même, ça peut être dangereux dans des entreprises. Parce que là, on parle de la société peut-être en général, mais si on parle des rédactions, des médias, ce sont des entreprises, ce sont des mini-villages, en fait, des mini-villes. Ici, à Radio France, c'est 4500 personnes, hein, en tout, pas dans la maison ronde ici, mais il y a tout ce qui se passe en région, toutes les locales. France Télévisions, c'est 10 000 personnes. On ne va pas pouvoir, pour prendre des gros médias, changer tout du jour au lendemain, et ce serait déstabiliser un village entier. Donc ce serait peut-être contre-productif même. Qu'est-ce qu'on pourrait installer? Sorry? Oui, mais les états d'esprit, on peut les faire changer. Oui, mais bon, il y a beaucoup de boulot avant, effectivement. Léa, dans les rédactions, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? Nous, on est bien conscient qu'on ne peut pas tout changer d'un seul coup. Cependant, on a essayé de trouver des solutions concrètes et de les lister. Donc, avec Prenons la Une, en avril dernier, on a organisé les premiers états généraux des femmes journalistes qui avaient réuni plus de 350 personnes à la Cité des sciences et de l'industrie. L'idée, c'était de se retrouver en petits groupes de femmes et de raconter les difficultés qu'on avait vécues. Et les solutions concrètes qu'on pensait pouvoir apporter en fonction des exemples qu'on avait vus. On n'a pas trouvé de solution pour les... Je traduis ASOL en français ou tout le monde comprend? Pour les ASOL féminins précisément. On a trouvé beaucoup plus de solutions pour les ASOL masculins, mais je pense qu'en général, ça peut aider à l'évolution de la profession en général. Donc sur la question des femmes, l'une des choses que nous... Oui, et j'ai pas fini, pardon, mais toutes ces solutions vont paraître cette semaine ou la semaine prochaine dans le cahier de doléances de Prenons la Une qu'on va envoyer à toutes les directions de rédaction et rédactions en chef de France. Donc c'est beaucoup de temps à mettre tout ça dans des enveloppes. Donc c'est toutes les propositions qui ont émergé de la bouche de femmes journalistes qui étaient là présentes. L'une des choses, et la chose qu'on trouve la plus disruptive, c'est de toucher au porte-monnaie des rédactions. Donc, ce serait de conditionner les aides à la presse, qui sont données à tous les journaux et magazines de presse écrite, au respect de la parité au poste de direction, parce que nous, on est persuadés qu'avec plus de mixité, et donc pas uniquement des hommes,
même si ce n'est pas toujours 50-50, mais plus de mixité, on parviendra à plus d'égalité et plus de respect de ces questions-là. Et puis, la nomination d'un référent égalité dans toutes les rédactions qui puisse suivre, par exemple, les négociations avec les ressources humaines. Ça, on voudrait que ça conditionne les aides à la presse ou que les rédactions qui le respectent bien, et ça c'est parce qu'on est plus gentil, reçoivent un bonus d'aide à la presse, comme ça a été fait en France dans le milieu du cinéma l'année dernière. Ça c'est la première des propositions. Les référents existent déjà dans certaines rédactions. Ça ce sont les références sur le harcèlement sexuel et harcèlement sexiste. Donc on propose aussi la mise en place de harcèlement spécifique. Et effectivement, Radio France s'y est mis. TF1 s'y est mis, Mediapart en a un, Libération, je crois, est en train de préparer la mise en place d'un référent, et Le Figaro aussi. Donc ça, ce sont des personnes qui peuvent être des représentants syndicaux ou d'autres personnes de la rédaction qui vont écouter les témoignages des femmes victimes, qu'elles sachent qu'elles ne sont plus seules et qu'elles peuvent parler, contrairement à ce que nous, on a vécu il y a 8 ou 9 ans, où on ne savait pas à qui s'adresser. L'autre chose qu'on propose, c'est simplement tout con, hein, mais afficher une charte de rappel à la loi et de sanctions disciplinaires encourues, donc ce que vous détaillez tout à l'heure, l'afficher sur tous les murs des rédactions de France. Finalement, comme ça, tout le monde est au courant de ce qu'il risque et de ce qu'il fait. Sensibiliser l'ensemble des collègues à faire circuler tout ça, et puis mettre en place, pour toutes les personnes nécessaires, finalement, des formations à la sécurité physique et numérique, parce que nous aussi, on pense qu'il est important de former au cyberharcèlement, parce que tout le monde ne comprend pas comment les mécanismes se mettent en place. Tout ça de manière à ce que les collègues, nous puissions nous aider les uns, les unes, les autres. Et tu parlais tout à l'heure de l'étude qu'avait menée Prenons la Une sur le harcèlement sexuel et sexiste dans les médias. Donc ça, on a mené ça l'an dernier au volontariat, et on s'était rendu compte que 208 rédactions étaient touchées, donc beaucoup plus que ce que on avait vu dans les 10 cas que je vous ai cités au départ. Et surtout, ce qu'on avait remarqué, c'est que dans 83% des cas, quand les personnes subissaient des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, qu'elles faisaient remonter l'info, elles ne le faisaient pas remonter à la bonne personne ou ça n'était pas traité. Connaître et son référent. Ouais. Ça montre que le problème est réel. Et donc voilà, conditionner les aides à la presse, nommer des référents à égalité et des référents à harcèlement sexuel, afficher le droit sur les murs et sensibiliser l'ensemble des collègues pour améliorer les rédactions. Alors, à Radio France, nous, on a un référent, on a même une cellule qui s'occupe du harcèlement et qui est en train d'essayer de s'agrandir. Et d'ailleurs, je postule à cette cellule. Donc, on essaie de faire des choses. Et dans d'autres médias aussi. Il y a eu je ne sais pas si tu l'as en tête, un rapport du CSA de 2018 où on notait quand même que les rédactions avaient pris conscience, 2 ans après MeToo, de beaucoup de choses et commençaient à prendre des choses en main, c'est-à-dire à mettre plus de femmes invitées, en tout cas les expertes, ce qu'on appelle les expertes, beaucoup plus de femmes invitées dans les médias. Ce qui pêche encore, c'est les femmes journalistes, en fait. Aux heures de pointe, aux heures de grande écoute, il y a toujours un peu plus d'hommes que de femmes, voire beaucoup plus. Voilà. Et ça, c'est pas bien.